Bienvenue pour ce webinaire sur la création d'entreprise, pourquoi et comment déposer son capital. Alors, je suis très heureux de vous présenter ce sujet accompagné par Pascal Asselin, qui est fondateur et CEO de Formalizy. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation. Alors, que fait Formalizy, si tu peux présenter rapidement un petit peu votre activité? Avec plaisir. Du coup, chez Formalizy, globalement, on digitalise un peu tout ce qui est le juridique et l'administratif, notamment les formalités juridiques, où nous, notre cœur de métier, ça va vraiment être d'accompagner les entrepreneurs au moment de créer leur entreprise, dans toutes les démarches, où on va réaliser pour eux des choix juridiques jusqu'à la rédaction des documents et l'obtention du CABIS, donc l'extrait d'immatriculation. Et on les accompagne dans toutes ces démarches, et notamment dans la démarche de dépôt de capital, dont on va sûrement beaucoup plus parler aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Pascal. Et puis, nous sommes également accompagnés par Maître Anthony Saval, avec qui nous travaillons en collaboration. Merci, Saval, d'être avec nous. Je te laisse te présenter. Oui, bien écoutez, moi je suis donc notaire. Donc le notariat est connu pour ses interventions régulières en matière de transactions immobilières et de droit de la famille, succession, divorce, etc. Ce qu'on connaît moins, c'est en effet la capacité des notaires à intervenir pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises. Et donc depuis quelques temps, nous assurons avec efficacité, rapidité, sécurité les dépôts de capitaux pour Pecrom. Voilà, merci beaucoup. Et donc pour ma part, Alexandre David, donc je suis président et fondateur de Pecrom. Pecrom, nous proposons un compte aux entrepreneurs avec une particularité, c'est que donc on a cette capacité à ouvrir un compte pour toute société, que ce soit une SAS ou une SARL, mais aussi des SCI jusqu'au groupement forestier agricole. Donc une capacité d'ouvrir un compte en 4 minutes. Et puis, deuxième particularité, nous nous focalisons pour les entrepreneurs sur les capacités d'encaissement, c'est-à-dire qu'en 3 clics, un entrepreneur a une capacité de se faire encaisser avec un lien de paiement, avec le TPF virtuel, et puis bientôt aussi une capacité à prélever et à améliorer son propre recouvrement. Et puis nos solutions sont disponibles à partir de 2 € par mois, ce qui fait de nous un des acteurs les plus compétitifs, du marché. Et donc le compte pro est à la fois simple, sécurisé, et à des prix transparents. Mais bien sûr, avant d'obtenir un compte pro, il faut créer son entreprise, déposer son capital. Et c'est aujourd'hui véritablement ce qui nous intéresse. Juste un point aussi sur le marché qui est extrêmement dynamique, sur le marché de la création d'entreprise. En fait, en un peu plus de 20 ans, bien, le rythme de création d'entreprise a été multiplié par 5. Alors, c'est le fait des micro-entrepreneurs, mais pas seulement, puisque les créations de sociétés sont au beau fixe. Là où, dans les années 2000, on était à peu près à 200 000 créations d'entreprises par an, on a atteint, post-Covid, un rythme annuel d'1 million de créations d'entreprises. Et donc, ça montre qu'il y a un véritable dynamisme et on est fiers de pouvoir participer aussi à cette fluidité et à cette organisation du mouvement entrepreneurial en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise qui est créée sous forme de société, elle doit s'équiper d'un compte bancaire et puis avant, déposer son capital. Et donc, on a 5 étapes pour déposer son capital. La première étape, c'est de choisir une banque ou un compte professionnel en ligne selon vos besoins. Il faut se poser cette question parce que ce sera le partenaire qui va vous suivre. Vous avez grosso modo le choix entre une banque traditionnelle qui peut être intéressante pour les besoins de financement que vous pouvez avoir plus tard, si vous avez des besoins de solutions un peu plus complexes, ou le compte professionnel. Alors que vous pouvez choisir plus pour des questions de rapidité, d'ergonomie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un compte comme Pecrom, c'est un compte qui est 100% en ligne et qui vous permet, par le partenariat avec un notaire, d'obtenir rapidement le dépôt de capital. Mais c'est ce partenariat qui fait que vous pouvez obtenir cette attestation de dépôt de capital. Alors tout de suite, Maître Saval, pourquoi
pourquoi le notaire pour déposer son capital? Pourquoi le notaire? C'est un secteur où on n'est pas en monopole, mais dans l'esprit des entrepreneurs, ils pensent en effet qu'il n'y a que la banque qui est habilitée à recevoir le dépôt de capital. Or, le code de commerce prévoit qu'on peut déposer le capital de sa société en attente de son immatriculation, soit dans une banque, soit en effet chez un notaire, puisque les notaires ont la capacité de recevoir les fonds des clients qu'ils représentent. Donc, pourquoi un notaire? Eh ben, il faut faire l'expérience en allant voir sa banque en demandant dans quel délai ils vont pouvoir ouvrir un compte et déposer le capital. Puis, il faut aller voir un notaire. Mais en fait, ce n'est pas un acte d'une grande complexité. Ce sont les vérifications qui sont importantes pour nous. Mais en effet, si on a un process qui est bien rodé, ben en fait, la réalité, c'est qu'on peut réagir plus rapidement qu'une banque. C'est la force des petits artisans que nous sommes. On prend le dossier en main, on le traite et puis on répond à nos clients pour les rendre satisfaits. Voilà. Et souvent, on nous pose la question, mais pourquoi est-ce que c'est payant? Parce que dans une banque traditionnelle, ils font cette formalité gratuitement. Eh bien, je dirais que toute peine mérite salaire. Quand vous êtes client d'une banque, alors si certaines banques ne vous font pas payer l'attestation de dépôt de capital, elle va vous faire payer les missions de chèque de banque, elle va vous prendre des frais bancaires tous les mois. Le notaire, par définition, il va voir le client une fois, il va encaisser son capital, il le délivrera, il libérera quelques semaines, quelques jours, quelques mois après. Et donc, c'est une prestation unique pour un notaire. Donc, c'est pour ça qu'une rémunération est demandée pour cette prestation. Et c'est surtout très rapide. C'est aussi le coût de cette efficacité, de cette rapidité que l'on veut mettre en place. Mais je dis que ça peut être très long dans une banque, mais une banque va prendre des frais bancaires, va prendre des tas de frais tout au cours de la vie du compte. Donc, c'est un peu comme chez les syndics de copropriété, on ne s'en rend pas compte, mais tous les mois, il y a des petits frais qui sont pris comme ça. Le notaire, vous faites appel à lui une fois, il vous réclame un honoraire pour cette prestation rapide et efficace. Et donc, c'est la contrepartie de cet engagement qui est rémunéré. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et la deuxième grande étape pour déposer son capital, ça va être de renseigner ces pièces justificatives. Alors, dans les pièces justificatives, donc on constitue tout un dossier pour déposer son capital. Première étape pour créer une société, c'est de choisir ses associés. Donc, c'est une association pour une majorité d'entreprises. Il y a aussi des SASU ou des SARLU. Et donc, pour chaque associé, il faudra produire la carte d'identité. On demande aussi un justificatif de domicile. Évidemment, pour la société, les associés signent chacun des statuts et ces statuts signés engagent les associés et puis ils s'engagent aussi à contribuer à la création de la société à hauteur des parts auxquelles chacun souhaite prétendre. Et puis la dernière étape sur cette pièce justificative pour constituer le dossier, c'est la domiciliation de l'entreprise, qui est un point extrêmement important. Alors tout de suite, je vais avoir une question pour Pascal. Quel est votre rôle et comment on se fait accompagner dans cette étape préliminaire? Comme tu le disais très bien en amont, donc on va déjà choisir ses associés, on va aussi choisir son activité, on va connaître son marché, on va l'approfondir et bien voir voilà, où est-ce qu'on veut aller et connaître ça par cœur. Il y a une étape qu'on ne connaît généralement pas et qu'on n'a pas forcément envie de faire, c'est tout ce qui est juridique. Et donc déjà pour commencer, il va y avoir des étapes qui sont indispensables, qui sont de choisir un nom. Ça peut paraître évident, mais il faut quand même choisir un nom et faire attention qu'il n'y ait pas déjà 10 boîtes qui utilisent le même dans la même activité, la même région, etc. Choisir le montant d'un capital social aussi, auquel on veut souscrire, qui va pouvoir dépendre en fonction des investissements, aussi, en fonction du partenaire bancaire qui va pouvoir demander plus ou moins aussi. Parfois, on peut mettre juste 1 euro, 100 euros, ça peut suffire si il n'y avait pas trop de prétention à ce niveau-là. Évidemment, le siège social. Donc nous, dans toutes ces parties-là, c'est vrai qu'on accompagne les entrepreneurs parce qu'il y a pas mal de choix et d'options qui sont disponibles qu'on ne connaît pas forcément.
Par exemple, tu en parlais à l'instant, au niveau du siège social, il y a plusieurs options. Si on a un bureau, tant mieux, on peut le mettre dedans. On peut le mettre chez soi ou on peut le mettre dans un centre de domiciliation. Ce qu'il faut faire attention, c'est que transférer un siège social, ça coûte très cher parce que ça monte vite. Il y a des frais de greffe qui sont beaucoup plus chers que ceux de la création et il y a une ou plusieurs annonces légales à publier. Donc rapidement, on arrive sur des tarifs entre 400 et 500 euros dès qu'on veut changer de siège social. Donc penser long terme à ce niveau-là, c'est quand même une bonne option. C'est pour ça que la domiciliation, c'est une bonne option. Non seulement c'est une belle adresse qui sépare de son adresse personnelle, mais en plus, ça vous permet de ne pas changer de siège social tous les quarts d'heure et donc de ne pas débourser trop souvent. Donc ça, c'est une des options auxquelles nous, on aime bien travailler avec ce genre d'options parce que c'est aussi penser long terme et c'est penser pour le client, anticiper toutes les modifications qu'ils vont pouvoir connaître dans la vie de leur société. Après, nous, quand on va accompagner les entrepreneurs, il y a tous ces choix qui vont être à faire, mais ça va être aussi de constituer le dossier de création. Et constituer le dossier de création jusqu'à l'immatriculation, donc avec la relation avec les administrations et notamment les greffes qui peuvent être compliquées, mais je crois qu'on en reparle un peu plus tard. Et donc à ce moment-là, donc non seulement on va pouvoir rédiger les statuts, leur dire quelles sont les étapes suivantes, puisque soit on est un peu perdu, parce qu'une fois qu'on a les statuts, l'étape d'après, c'est d'aller déposer son capital, chez Paychrome idéalement. Et puis, ça va être, une fois qu'on a le dépôt de capital, de finaliser le dossier avec des déclarations de non-condamnation de financement, le CERFA M0, le CERFA MBE maintenant, qui est la déclaration des bénéficiaires effectifs, et généralement, si je ne dis pas de bêtises, avec une pièce d'identité et un justificatif pour le siège social, le dossier est bien constitué et on peut aller au greffe pour se faire immatriculer. Très bien, on va y revenir tout à l'heure. Mais donc les statuts sont juste extrêmement importants et donc c'est un point qui nous est posé. Est-ce que je peux pas utiliser des statuts standards ? Effectivement, les statuts, c'est le cœur, la base juridique de la société. Et oublier des éléments ou faire des erreurs, c'est toute la base juridique, toute l'entreprise repose sur ces statuts. C'est ce qui va prévaloir même au-delà d'un pacte d'associés par la suite. Prendre des statuts standards, c'est effectivement prendre le risque que ce ne soit pas adapté à notre cas, à notre activité, à des développements, à des idées, des choses qu'on voudra faire par la suite. Et c'est du coup prendre le risque effectivement d'avoir quand même des problèmes par la suite, souvent inévitables si on n'anticipe pas. Oui, non, les statuts, c'est ce qu'on appelle le contrat social. C'est-à-dire que quand on crée une société, alors même si aujourd'hui on peut les créer tout seul, donc ça tord un peu le bras du droit des sociétés, mais le principe, c'est qu'on a un intuitu personné avec des associés, on va créer une société, et donc on va rédiger le contrat qui lie les associés à cette société. Et donc tout est dans les statuts. Je vais refaire le parallèle avec la copropriété, mais tout est dans le règlement de copropriété. Donc, quand on a une question sur le fonctionnement de la société, on doit aller dans les statuts et on doit y trouver la réponse. Si on n'y trouve pas la réponse, c'est que les statuts ne sont pas adaptés. Et en effet, il faut être particulièrement vigilant sur la rédaction de ces statuts. Notamment, nous, notaires, on est vigilants sur les aspects de transmission patrimoniale. Quand on a des enfants mineurs, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée que les enfants mineurs deviennent associés d'une société commerciale en cas de décès d'un des associés. Parce que là, on va se retrouver avec le juge des tutelles qui va intervenir dans la société. Et quand on a des décisions à prendre rapidement, on a un peu de mal à attendre 6-8 mois que le juge des tutelles s'exprime. Donc les statuts, c'est l'élément fondamental, c'est le contrat entre les associés et c'est ce qui va permettre à la société de se développer harmonieusement. Donc c'est en effet un acte essentiel. Et il faut faire très attention aux statuts type fournis par des professionnels. On a le conseil du professionnel, mais qu'on va chercher sur Internet, malheureusement, on se retrouve bien souvent avec des drames à la clé. Merci beaucoup pour ce témoignage. On poursuit sur cette question du dépôt de capital et on avait une question qui nous a été posée justement sur quel montant déposer. Et donc, c'est parfait. Merci beaucoup à l'intervenant qui nous a posé cette question-là. Alors, pour déposer le capital, en fait, suivant le type de société, il y a un montant de capital qui est minimum pour les SARL, SAS, SASU, SMC et URL. Le montant minimum à déposer est de 1 euro, ce qui est vraiment le capital symbolique. Pour une société anonyme, il est de 37 000 euros. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le montant minimum, il doit correspondre à la réalité à la réalité économique qui va être nécessaire pour démarrer l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est important. Je vais juste donner un point statistique. C'est l'INSEE qui
qui a fait cette étude-là, en fait, de corrélation qui est très forte entre le montant du dépôt de capital et le taux de survie d'une entreprise à plus de 2 ans. En fait, plus le montant déposé, quelle que soit l'activité, plus le montant déposé est important, plus les chances de survie de l'entreprise vont être importantes. Après, le montant qui est déposé, c'est aussi un équilibre qui se constitue entre les associés. Suivant les capacités des uns et des autres, les associés auront plus ou moins d'influence. Et donc, c'est un point qui est aussi extrêmement important sur cette étape-là. Alors, j'ai une question peut-être pour le dépôt de capital en tant que tel. Capacité de déposer le capital par carte bancaire et en espèces, est-ce que c'est possible dans l'étude de Maître Saval? C'est possible dans l'étude de Maître Saval. En fait, on recommande le versement du capital soit par virement bancaire, soit par carte bancaire, soit en effet par espèce dès lors qu'on est à moins de 1 000 euros, ce que la loi permet de faire. Si vous déposez votre capital au moyen d'un chèque, votre chèque va être remis en banque et on va avoir 10 à 15 jours pour avoir la certitude que votre chèque est bien honoré. Donc l'intérêt du système est nettement moindre si on vous produit votre attestation de dépôt de capital que 3 semaines après le moment où vous avez remis le chèque. Donc on va favoriser en effet les versements par virement, par carte bleue et par espèce. Pour la carte bleue et pour l'espèce, ça veut dire se déplacer à l'étude, rencontrer un collaborateur qui fera ces formalités-là. Et alors souvent, on a aussi des entrepreneurs qui nous disent, mais en fin de compte, mais qui dépose le capital? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est le contrat, c'est les statuts. Quand on signe des statuts, on signe un contrat et on prend des engagements. Le premier engagement d'un associé, c'est de faire des apports à la société. Et cet apport, ça se matérialise soit par des apports en nature, soit par des apports en numéraire. Et donc, c'est les associés qui se sont engagés à apporter 100 euros à la société. C'est cet associé-là qui doit déposer ces 100 euros au moment où il dépose le capital dans une banque chez un notaire. Et c'est en effet pas le voisin qui va faire, ou la petite sœur qui fait le chèque ou qui fait la carte bleue pour le compte de celui qui a signé les statuts. C'est celui qui signe les statuts qui a pris l'engagement de verser un capital et qui doit donc déposer le dit capital. Je suis amené, moi, à refuser des virements parce qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre le nom de l'associé et le nom du compte débité pour le virement. Donc ça, il faut que ça soit évidemment clair. Si c'est Monsieur Dupont qui est l'associé, c'est pas Monsieur Durand qui verse le capital. Il s'agit de lire et de suivre et de respecter le contrat que l'on a signé et les obligations qu'on a souscrites. Alors, au final, la dernière étape, c'est l'attestation de dépôt de capital en tant que telle. À quoi ça sert cette attestation de dépôt de capital? À quoi ça sert? Ça sert à justifier l'existence économique de la société, de l'entreprise. Donc, en fait, au moment où le notaire ou la banque émet l'attestation de l'existence de ce capital, ça va permettre au service de formalité de faire enregistrer, de demander l'immatriculation de la société, puisque sur le cabis qui sera délivré, le cabis et la carte d'identité de l'entreprise, et bien sur le cabis va figurer le montant du capital souscrit par les associés. Donc c'est avec ce document que la société va pouvoir être immatriculée et va donc acquérir la personnalité juridique. Donc, donc ça témoigne d'une attestation de dire cette société est bien propriétaire de 100 euros, 200 euros, 37 000 euros pour les SA. Donc c'est ce qui justifie l'existence de ce capital. Alors juste peut-être pour expliquer, en fait, il y a trois façons de financer les sociétés, mais la première façon, c'est en effet les associés qui mettent à disposition de la société, au moyen de l'apport au capital, des sommes qu'ils ont déterminées dans les statuts. La deuxième façon, je dirais, c'est l'emprunt classique. Une société peut emprunter, à ce moment-là, elle a des engagements vis-à-vis d'une banque. Puis la troisième façon, c'est que les associés peuvent mettre à disposition de la société de l'argent et ça va constituer des comptes courants d'associés. Alors la nuance entre ces trois façons de financer son activité, c'est que le compte courant d'associés, il peut y avoir des conventions qui permettent de rembourser de façon plus souple l'argent qui a été mis à disposition des associés. La banque, c'est un contrat bancaire. Et enfin, le capital social, alors lui, il a vocation à rester dans la
société. C'est-à-dire que c'est au moment où on va liquider la société qu'on va rembourser le capital. Alors on peut, en cours de vie de la société, céder à des diminutions de capital ou des augmentations de capital, et c'est à ce moment-là qu'on fait rentrer des nouveaux associés, qu'on constate de nouveaux apports, ou qu'on constate le départ des associés, on leur rembourse à ce moment-là le montant de leurs apports. Mais il est vrai que le capital, comme pour la domiciliation, sa vocation à rester pérenne. Donc voilà sur les modalités de financement d'une activité entrepreneuriale. Je crois que voilà, j'ai répondu à ta question, Alexandre. Oui, merci beaucoup. Et puis il y avait ces questions aussi, l'attestation. Nous, ce qu'on observe, c'est l'engagement, mais c'est ce qu'on observe, c'est que vous avez cette capacité de très très grande réactivité, de produire l'attestation en 24 heures à réception des fonds. Et ça, c'est extrêmement important pour que l'entreprise puisse commencer rapidement son activité. Oui, sous réserve que le process soit bien respecté. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, on va devoir avoir les statuts certifiés conformes et signés par tout le monde. On va avoir la pièce d'identité des associés pour justifier quand même que ceux qui versent le capital sont les bonnes personnes. Je dirais que techniquement, une fois qu'on a les statuts, une fois qu'on a la justifié de la qualité des associés, eh bien on reçoit les fonds et on émet l'attestation, puisque c'est presque aussi basique que ça, et donc on peut le délivrer rapidement à partir du moment où on a tous les éléments, si possible en une seule fois, et qu'on ne soit pas obligé de rappeler les associés en disant on n'a pas votre pièce d'identité en cours de validité, on n'a pas le virement que vous nous avez fait, c'est le compte de votre épouse, c'est pas votre compte. Enfin, voilà, c'est parfois là où, et dans un monde idéal, à partir du moment où on a toutes les pièces, en effet, ça va très vite. Dernière étape, c'est obtenir son cabis pour ouvrir son compte pro. Alors, cette dernière étape, c'est l'étape ultime, hein, c'est la 5e étape du dépôt de capital. Et en fait, voilà, dès qu'on a l'attestation de dépôt de capital, c'est la dernière pièce qui manque au dossier pour obtenir son cabis, en fait, se rendre au greffe. Et donc, une question pour Pascal Asselin. Est-ce que un jeune entrepreneur peut se rendre tout seul au greffe ou est-ce qu'il vaut mieux se faire accompagner? Alors, on peut évidemment se rendre au greffe seul. Ça, c'est tout à fait possible et autorisé. Alors, en revanche, ce qui arrive quand même très fréquemment, c'est des rejets du greffe. Et souvent, les rejets du greffe font un peu peur et ne sont pas toujours très compréhensibles. Et voilà, ça en freine beaucoup. Et on a même beaucoup de gens, nous, qui viennent nous voir après avoir déposé leur dossier seul, après avoir tout fait, mais ils sont face à un rejet, ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc généralement, nous, c'est là qu'on intervient, on en voit beaucoup, et même nous, alors qu'on fait des formalités toute la journée, toute l'année, on connaît beaucoup les greffes, on travaille beaucoup avec eux, on a des interlocuteurs, et pourtant, on a quand même des rejets. Donc il y a tellement d'éléments en fait, à considérer, en plus des spécificités de chaque greffe, voire des spécificités de chaque greffier, que voilà, on sait comment aborder nous ces rejets, ces ajustements, mais c'est vrai que le faire seul, c'est quand même une partie qui peut faire peur et qui peut rajouter des délais supplémentaires quand on n'a pas les bons interlocuteurs. Merci beaucoup. Et encore une autre question qui nous est parvenue là. En combien de temps, une fois qu'on a son attestation de capital, en combien de temps obtient-on son cabis? Alors, ça peut être aussi variable. Notre record à nous, c'est 53 minutes pour avoir un cabis pour une création d'entreprise. Donc ça, c'est, voilà. Je ne sais pas si on a le record du monde, mais j'avais entendu parler de ça. En tout cas, c'est un beau record. Il y a des délais en fait seul, il y a des délais quand on est accompagné parce qu'on a un peu parfois des passe-droits quand même, et il y a des délais selon les greffes aussi. Je sais qu'il y a des greffes, notamment en ce moment dans les dom-toms ou à Marseille, où il y a des retards qui sont assez énormes et accumulés. Quand il y en a d'autres, en ce moment à Paris par exemple, ça va super vite. Donc super vite, ça veut dire en 24-48 heures. Et d'autres où ça va plutôt prendre entre 2 semaines et 1 mois. Donc ça, de la même façon, le faire seul, c'est aussi prendre le risque un peu que ça dure plus longtemps et être accompagné. C'est vrai que nous, souvent, on a quand même la possibilité de pousser un peu les dossiers quand on sait qu'il y a au moins un peu une urgence ou voilà, qu'il faut que ça aille plus vite. Mais c'est, voilà, globalement, les délais sont assez variables. Et quand on parle de délai variable, on parle en jours, en semaines? Ça peut aller effectivement de jours jusqu'à 1 mois. Je pense que nous, on a déjà dû voir 1 mois et demi ou. D'accord.
Enfin bon, le délai plus courant, c'est quand même quelques jours. En moyenne, on est sur une semaine. Moi, j'insiste sur le fait de bien choisir le lieu de la domiciliation de la société. Parce que si en effet, vous pouvez avoir un cabis en 24-48 heures sur Paris, mais que vous habitez Bordeaux ou Marseille, ça peut peut-être avoir un intérêt pour démarrer votre activité de dire je vais la domicilier à Paris, comme ça au moins je maîtrise mon délai d'émission de mon cabis. Alors que dans d'autres greffes, on ne le maîtrise pas du tout. Donc là aussi, le recours aux professionnels va vous aider à être plus efficace. Alors, une fois qu'on obtient son cabis, l'entreprise existe comme personne morale. Et donc, voilà, on peut, dès qu'on obtient son cabis, activer son compte. Alors, une question aussi, c'est que dès qu'on a le cabis, on peut donner mandat. Dès qu'on a le cabis et puis dès qu'on a le compte professionnel, on peut libérer son capital. Alors, ça veut dire quoi de libérer son capital? Ça veut dire que la société existe, donc elle peut disposer de son argent que lui ont confié ses associés. Et donc là, techniquement, dès que nous avons le cabis de la société qui justifie son existence et que nous avons le RIB de la société et non pas des associés, nous procédons au virement du capital sur le compte de la société. Alors je précise bien, c'est le compte de la société que, en signant les statuts, les associés ont décidé de laisser à disposition de la société l'argent qu'ils ont déposé. Donc parfois on se retrouve avec le RIB de l'associé. Non, c'est le RIB de la société. Donc dès que nous avons le cabis plus le RIB de la société, nous libérons le capital, c'est-à-dire que nous envoyons l'argent vers la société, ça arrive sur le compte de la société. L'ensemble de ces 5 étapes se retrouve dans un livre blanc qui est disponible sur le site de Pechrome, pechrome.pro, sur le blog de notre site. Je crois que Pascal, vous avez aussi pour Formalizy diffusé un livre blanc ces dernières semaines sur la création d'entreprise en 2021. Écoute, très rapidement, effectivement, on a rédigé un très beau livre blanc dont on est très fiers sur effectivement les étapes pour créer son entreprise, de l'idée jusqu'à la création, jusqu'au démarrage de l'activité, qui permet un peu de recenser, d'avoir une checklist de tout ce qu'il y a à faire, comme je disais, de l'idée jusqu'au démarrage de l'activité. Donc voilà, à télécharger, c'est gratuit, donc autant en profiter. Il y a des gens qui ont remis leur ménage dessus, donc profitez-en. Voilà, donc nous mettons à disposition des entrepreneurs en herbe ces 2 livres blancs. Merci beaucoup, très bonne journée, bon courage aux entrepreneurs qui se lancent, qui ont des projets dans leur besace pour les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, on sera très content avec Formalizy, avec l'étude de Maître Saval et puis évidemment avec Pechrome, on sera très content d'être aux côtés des entrepreneurs pour créer leur entreprise et puis ensuite faire que cette entreprise devienne très florissante. En tout cas, on sera là disponible pour que ce soit un succès et assurer cette réactivité. Merci beaucoup, très bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.